Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Anne Fulda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Grand reporter au Figaro, vous publiez Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. C'est chez Plomb, c'est un livre enquête dans lequel vous brossez un portrait intime. On n'est pas dans l'analyse, dans le commentaire politique, mais c'est passionnant. Déjà, juste un mot, mais je ne suis pas le premier à le dire. Chapeau pour la couverture. Voilà, si on la voit bien. Cette photo, ce visage d'Emmanuel Macron, c'est pas celui qu'on connaît, qu'on voit, qu'on nous vend en tout cas dans cette campagne. Il est plus dur, le regard est plus tranchant, on le sent déterminé. D'où il sort ce cliché et pourquoi l'avoir choisi? Alors on a eu un débat effectivement parce que c'est vrai que ça correspond pas du tout aux images qu'on voit d'ordinaire sur les unes des magazines et ce côté de jeune garçon prépi bien mis, gendre idéal. En fait, on l'a choisi parce que finalement, au cours de mon enquête, je me suis rendu compte que l'un des traits de caractère, c'est que derrière une façade très affable, très aimable, derrière ce côté empathique que soulignent beaucoup de ses interlocuteurs, c'est quelqu'un qui a une détermination extrême et qui en fait, au fond de lui, est dur comme l'acier. Il est dur comme l'acier? Oui. En fait, la détermination, il l'a montré et il en fait un peu un argumentaire de campagne en mêlant d'ailleurs un petit peu vie privée et vie publique. C'est-à-dire il fait un parallèle entre la manière dont il a conquis et imposé son amour avec sa femme Brigitte et la manière dont finalement il attaque un peu à l'assaut la France alors qu'il y a 3 ans il était inconnu. Bon, on va évidemment prendre le temps de parler de son tempérament, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que vous avez vraiment rencontré tous ses proches. C'est un livre enquête, la famille, dans le cadre de ses camarades de promotion, ceux qui ont suivi son ascension. C'est en allant voir ses parents que vous apprenez qu'Emmanuel Macron a perdu une sœur mort-née. Et c'est ainsi, vous écrivez, qu'il est devenu le fils Dieu de ses parents. En quoi ce drame, ça a influé sur la personnalité, peut-être sur le destin Emmanuel Macron? Alors bon, sans faire de psychologie de café du commerce, c'est vrai que très souvent, après un drame de cet ordre-là, l'enfant qui suit se veut un peu l'enfant parfait, quoi. C'est quelque chose d'inconscient. Alors le père qui est très fin dit ne tombez pas là-dedans, on n'a pas surinvesti dans Emmanuel parce qu'il est arrivé 1 an après ce drame. Mais c'est évident que ça joue. C'était une petite fille. Bon, c'est toujours quelle que soit la famille, c'est un drame terrible. Et le fait qu'il arrive 1 an après, et ils choisissent Emmanuel sans savoir, ils l'apprennent lorsqu'il y a un prêtre qui vient leur rendre visite et qui vient de choisir ce nom sans savoir que ça veut dire fils de Dieu. C'est assez révélateur, c'est assez significatif. Et en fait, il va prendre ce rôle, en tout cas, très vite, un peu d'enfant majuscule, sorte de wunderkind, que tout le monde s'ébahit devant ses facultés, il se tourne vers les adultes, il suscite leur intérêt, il attire leur attention, il aime déjà parler, attirer l'attention sur eux. Et sur lui, c'est assez frappant. Il aime convaincre aussi les personnes plus âgées que lui. Dans tout son parcours, il y a des parrains, des grands frères, avec une proximité, une empathie de la part d'Emmanuel Macron pour les personnes puissantes et plus âgées que lui. C'est François Hollande qui parle de fils idéal en parlant de l'ancien ministre de l'économie. Tout ça est calculé ou tout ça est... Je suis pas... C'est un mélange parce qu'en fait, ça a commencé très tôt, cette attirance vers les adultes, vers ceux qui n'étaient pas ses contemporains. Ses parents m'ont dit que très jeune, il était attiré par le monde des adultes. Il était remarqué et admiré par ses professeurs. Il était admiré et épaulé par sa grand-mère qui a eu un rôle fondamental. On va en parler. Et ensuite, après sa grand-mère, il y a eu comme ça des personnages qui, bien plus âgés que lui, qui ont compté dans sa vie. Il y a eu Paul Ricoeur, le philosophe, il y a eu Henri Herman, il y a eu Michel Rocard, il y a eu Jacques Attali, il y a eu Alain Minc, il y a eu Jean-Pierre Jouyet, François Hollande, énormément de personnes qui, David de Rothschild, avec qui il créait une relation qui était intellectuelle, mais aussi sentimentale, et des personnes avec qui il se plaçait sur c'est comme s'il leur donnait une cure de jouvence, en fait. Beaucoup m'ont dit ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous parlez de sa grand-mère maternelle, dont il était très très proche, et qui serait, selon vous,
ce que d'ailleurs n'a pas nié Emmanuel Macron quand vous lui avez posé la question, qui serait à l'origine peut-être de la séparation politique avec François Hollande. Alors, en fait, cette grand-mère, la relation avec la grand-mère est un lien assez exceptionnel. C'est presque une histoire d'amour. Lui, l'a mise en avant. D'ailleurs, ce qui a un peu chagriné ses parents, parce que elle fait partie un peu du storytelling d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que comme elle est un symbole parfait de l'ascension républicaine, directrice de collège, dont les parents, enfin la mère était illettrée. Mais il y avait un lien très très fort entre les deux. Ils se sont choisis. La grand-mère disait qu'elle n'aimait que lui et elle l'a ouvert vers le monde de la littérature, de la poésie, tout en étant très exigeante, en le faisant beaucoup travailler. Et la grand-mère, il a eu des liens avec elle jusqu'à sa mort en 2013, tous les jours. Il l'avait tous les jours au téléphone. Quand il était banquier chez Rothschild, il rentrait à 1h du matin, c'est sa femme qui me raconte, et il avait sa grand-mère en ligne, mais pas pour 2 minutes, pour une vraie conversation. Et effectivement, lorsqu'elle est morte... Au décès de sa grand-mère, voilà. La réaction de François Hollande l'a déçu. Voilà, alors c'est pas ce qu'il a décidé à se lancer en politique, mais quand il annonce à François Hollande la mort de sa grand-mère, il était alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, il est effectivement désarçonné par une réaction qu'il estime pas à la hauteur. Il dit alors à l'un de ses amis, entre Hollande et moi, c'est fini. Et cet ami s'étonne et il lui dit, voilà, il n'a pas eu une réaction à la hauteur. Et c'est vrai que quand je l'ai interrogé, il me dit, c'est pas faux, je n'aurais pas aimé avoir une telle réaction si on avait annoncé une telle nouvelle. L'indifférence. En fait, c'est une barrière psychologique qui tombe. Il n'a pas décidé à ce moment-là qu'il allait créer En Marche, etc. Mais à partir de ce moment-là, il se considère presque d'égal à égal, quoi. C'est vraiment une barrière qui tombe. Alors, dans les femmes de sa vie, évidemment, il y a sa femme Brigitte, la reine du débriefing. Il y a vraiment une relation fusionnelle qui, pour le coup, c'est pas de la com, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. C'est la femme de... D'abord, c'est l'unique. On insiste beaucoup dans les médias sur la singularité de leur couple et sur la différence d'âge qu'il y a entre les deux. Ce qui est effectivement singulier. Néanmoins, le plus singulier, c'est que c'est l'unique. C'est-à-dire qu'il l'a connu, il y a eu un coup de foudre entre eux lorsqu'il avait 16 ans. Elle était professeure dans le même collège à Amiens, la Providence, collège de jésuites. Et il avait eu une petite amourette avant, mais après, Brigitte Macron, c'est sa femme, c'est la femme, l'unique. C'est la première et seule femme de sa vie. Voilà, c'est l'amour, et c'est son amoureuse, et en même temps, c'est sa principale interlocutrice, son émancipatrice aussi, un petit peu, qui l'a aidé à s'émanciper dans ses études, politiquement, même littérairement, un peu comme avait fait la grand-mère, finalement. Mais il a aussi compris, Emmanuel Macron, que son couple aussi serait un atout pour se faire connaître sur le modèle de la Sarkozy, avec c'est vrai Cécilia. C'est vrai que lui qui se présentait comme, ou en tout cas que ses amis présentaient comme quelqu'un d'éminemment moderne, a choisi un mode de communication qui peut sembler un peu éculé. Ah oui, c'est hyper classique. Hein, c'est ça. Les couvertures, c'est un faux moderne alors pour le coup, c'est vrai que, oui, en fait, c'est un faux moderne. Par exemple, c'est l'un de ses amis qui me raconte que, par exemple, il n'avait pas de compte Facebook avant de devenir ministre de l'économie, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un de sa génération. C'est quelqu'un qui aime les chanteurs des années 80, qui aime la littérature classique, il revendique d'ailleurs. Donc bon, alors cela dit, on peut être moderne dans les mesures économiques, il est moderne en revanche dans son positionnement, dans le fait d'avoir compris que c'était le bon moment pour lancer son mouvement. Ça oui, mais en ce qui concerne sa culture, non, il n'est pas très moderne. Bon, il se présente aussi, Emmanuel Macron, comme un candidat anti-système, et quand on voit son parcours, Anne Fulda, c'est parfois assez traditionnel. L'ENA, la banque d'affaires, c'est vraiment un candidat anti-système, enfin, c'est ce qu'il nous vend. Oui, c'est ce qu'il nous a vendu au début, il le vend moins maintenant. L'inspection des finances aussi. Oui. Alors, c'est vrai que ce qui répond à ça, ce qui est vrai, c'est que s'il a réussi à pénétrer dans ces bastions de ce qu'on appelle le système français, c'est aussi par le travail. Donc c'est vrai, il a travaillé, il a gagné des concours. Il y en a un qu'il a raté, ce qui l'a d'ailleurs blessé. Je pense que ça reste quelque chose d'assez vivace, c'est normal, normal sup. Mais c'est vrai qu'il a coché toutes les cases. Et on voit ceux qui ont été ses parrains sont ce qu'on appelle vraiment les représentants du système français. C'est-à-dire, il y a Jacques Attali, il y a Alain Minc, il y a Serge Wimbert, il y a David de Rothschild, il y a Jean-Pierre Jouyet. Donc, ce n'est pas un candidat anti-système. Donc, il est, d'une certaine manière, il est quand même anti-système parce que il a osé transgresser en se présentant
en créant un parti qui était hors du système politique, pour le coup. Mais, mais effectivement, c'est un précipité du système dans l'acception classique qu'on a du terme. Bon, dans les reproches qu'on lui fait souvent, et notamment à droite, c'est le flou. Dans cette campagne, on entend souvent à droite, c'est flou, son programme. Quelle est la part de stratégie de communication politique, ou est-ce que c'est vraiment un trait profond de caractère chez lui, une espèce d'indécision parfois? Alors, c'est pas de l'indécision, c'est en fait une espèce de trait de caractère assez étonnant qu'il a depuis qu'il est tout enfant. C'est-à-dire, c'est le désir de plaire un peu à tout le monde, de concilier. Il y a un de ses amis de l'ENA qui me dit qu'il a toujours eu une sainte horreur de cliver. C'est quelque chose qu'il a du mal à supporter. Et dans le même temps, c'est pour ça que le personnage est ambivalent et étonnant, il peut parfois aller volontairement dans la transgression et aller à l'affrontement, aller au devant de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il a les deux, donc c'est difficilement conciliable, c'est assez étonnant. Bon, ça a été un travail qui était quand même pas facile, parce que c'est pas Emmanuel Macron. Alors déjà, évidemment, il est peu connu des Français, donc, mais voilà, mais ça a été compliqué ou pas de dresser un portrait de lui, parce que, vous l'avez dit, il se donne très peu, enfin, il donne peu de son intimité, c'était sur RTL, vous avez dit ça, Oui. il donne très peu de son enfance, donc c'est pas facile pour le coup de... Oui, alors dans le même temps, il m'a laissé, enfin, il n'a pas interdit à ses proches de me parler, donc de ce point de vue-là, on peut pas dire que il n'a pas mis de barrière, il n'a pas, voilà, donc il m'a laissé mener mon enquête. Lui, je l'ai senti un peu fuyant. J'ai eu du mal à le voir beaucoup. Je l'ai vu, mais c'est vrai qu'il était un peu fuyant. Et le personnage, c'est vrai que j'arrive à l'arrivée, c'est vrai que je ne sais toujours pas très bien qui il est. Il est assez insaisissable. Il a des côtés qui font penser à François Hollande, d'ailleurs, de façon assez frappante, c'est vrai, dans le tempérament, oui. Et vous dites qu'il est, alors pour le coup, j'étais surpris, il est sans affect, sans émotion. Je ne sais pas si vous l'avez dit ou écrit pour le coup. C'est pas du tout ce qui dégage de prime abord. On a parlé de l'empathie, la sympathie, ce côté aimable. Il y a vraiment pour le coup un hiatus là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez dissimulé, bon, dire comme ça, c'est sans affect. Il peut avoir de l'affect, la preuve avec sa grand-mère, c'était un amour incroyable. Néanmoins, on peut se poser la question si cette empathie, ce côté, enfin, qui embrasse tout le monde, veut embrasser tout le monde, n'embrasse personne, en fait. Qui trop embrasse, mal étreint. Qui trop embrasse, mal étreint. Donc, on a un peu cette impression-là. Et de ce trait de caractère qui est commun avec François Hollande, qui lui aussi, c'est ce que je disais, a cette façade comme ça, très, très aimable, sympathique, et qui au fond de lui, la coquille, et c'est de l'acier, quoi. Oui, vous l'avez dit, il est dur, voilà, de l'acier, il est dur comme une lame à l'intérieur, donc c'est ça aussi le visage d'Emmanuel Macron. C'est aussi ça, oui. Un Janus avec des visages. Oui, mais sa femme dit une phrase assez étonnante, elle dit « il n'a besoin de personne ». Il a besoin de tout le monde, il a besoin de personne. C'est tout son contraire, là. On dit une chose et son contraire. Oui, mais enfin, quand on a besoin de tout le monde, c'est qu'on a besoin de personne, en fait. Il n'a pas vraiment d'amis. Il a quelqu'un qui est son meilleur ami, qui semble surpris lui-même d'être présenté comme son meilleur ami. Quand il était jeune, son père le décrit très bien. D'ailleurs, il était dans son monde, il était dans les livres, mais quand il était en société, il se débrouillait toujours pour être celui qui attirait la lumière, pour celui qui était au centre de l'attention des autres. C'est très révélateur. Il y a ce besoin quasi pathologique, je crois que c'est le terme que vous employez, de séduire. C'est quasi maladif. Et ça traduit quoi? Enfin, maladif. Oui, non. Maladif, mettons des guillemets. Non, il ne faut pas exagérer. Bon, d'abord, c'est quand même un trait commun à tous les hommes politiques, qui ont tous une faille narcissique plus ou moins béante. Donc ça, voilà, donc il ne déroge pas à la règle. Mais lui, c'est vrai que c'est visiblement quelque chose qui est présent depuis l'enfance, quoi. Il a besoin de trouver la réassurance dans le regard de l'autre. Il séduirait une chaise, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit. Non, en fait, c'est son père, d'ailleurs. Non, en fait, d'ailleurs, son père ne dit pas ça comme ça. Mais son père dit qu'effectivement, depuis qu'il est tout petit, il a toujours été extrêmement charismatique et qu'il pourrait séduire une chaise, effectivement. Mais visiblement, c'est un trait qui s'est révélé dès son enfance. Petit, à l'école, enfin, sa mère dit qu'il fascinait un peu les gamins autour de lui. Bon, il y a cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre en meeting, parce que je vais être président, je vous ai compris. Et je vous aime. Et je vous aime. Extraordinaire. Quel est le sens caché pour vous derrière cette formule? Est-ce qu'il dit, il s'aime à travers le regard des autres? C'est ça, enfin, je fais un peu psychologie de comptoir là encore. Mais oui, il y a beaucoup de ça. Oui, il s'aime à travers le regard des autres. Et je vous ai compris reprendre cette phrase du général de Gaulle qui est le symbole le plus criant de l'ambiguïté.
qui peut être pris par tout le monde, c'est assez révélateur. C'est un peu, genre, je peux vous dire n'importe quoi, mais je vous aime et je veux être président, quoi. Cette phrase, je la trouve magnifique. C'est un précipité de la personnalité d'Emmanuel Macron. Un précipité, un condensé aussi. Un condensé. Tout le monde l'a remarqué, et d'ailleurs vous l'avez dit, il était plus transgressif avant d'être candidat. Comment on explique ça? Il s'est fait bouffer par le système? Je crois que là, il est un peu paralysé, tétanisé par la peur de perdre ces voix qu'il semble avoir réunies autour de lui. Donc effectivement, c'est assez étonnant parce qu'il s'est singularisé par la transgression. En créant son parti, par ses déclarations quand il était ministre et quelques actions quand il était ministre de l'économie. On se souvient tous de ces échanges avec un jeune lui disant si tu veux un costume à 1 000 €, t'as qu'à travailler. Ou c'est peut-être qu'il tutoyait pas, je ne sais plus. Ou quand il dit que le libéralisme est une valeur de gauche, ou quand il a souhaité faire bouger les choses. Il a dit qu'il faut supprimer l'ISF, il a dit 35 heures, voilà. il faut revenir en arrière, et pour le coup, il est dans l'entre-deux sur ces et maintenant, on a l'impression qu'effectivement, il est d'une prudence extrême, comme s'il était tétanisé de perdre des voix et de déplaire à certains en prenant clairement position. Bon, ben voilà, à lire, il faut le lire. Philippe Labro, pas n'importe qui, il a adoré votre livre. Vous avez vu la critique qu'il a faite de votre livre? Très, très il a dit que s'il y avait un seul livre à lire à propos d'Emmanuel Macron sur un portrait pour comprendre mieux le personnage, c'était celui-là. Celui d'Anne Fulda, donc Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Et c'est chez Plon. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.